Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle phase cachée des parcs et aujourd'hui on teste avec vous le parc Walibi Belgium. Walibi Belgium, qui s'appelait à l'époque juste Walibi, a ouvert ses portes le 26 juillet 1975. Alors pour la petite histoire, ce parc a été fondé par le Belge Eddy Meeuwis, pardon pour la prononciation, qui ne savait pas trop quoi faire de tout le pognon qu'il avait amassé au Zaïre et qui un jour est devenu complètement obsédé par les téléskis nautiques. Il a vu un téléski nautique un jour sur une brochure et il s'est dit ça c'est l'avenir, je sais pas. Donc Eddy Meeuwis achète un terrain avec un grand plan d'eau à Limahl pour faire démonstration de son téléski et espère ainsi à la fois distraire les visiteurs et promouvoir son attraction. Sauf que bon, un téléski c'est bien sympa mais ça fait un peu vide quand même, donc il s'associe avec des forains pour ajouter quelques manèges en prime et c'est comme ça que naît le parc. Alors pour le nom à la base il avait pensé à appeler ça très sobrement les grands étangs de Limahl mais ça vend pas trop du rêve. Alors il fait un bon brainstorming avec sa famille et comme le parc se trouve à mi-chemin entre Wavre, Limahl et Bierge, il prend les premières initiales de chaque ville et ça fait Walibi. Walibi Belgium était donc le premier parc de la marque Walibi et aussi le premier à proposer un ticket d'entrée unique avant même les parcs Disney américains. C'est aussi ce parc qui a inauguré les premières attractions de type bûche en Belgique, qui ne sont pas celles que je vous montre là, ça c'est le flashback, les anciennes bûches étaient beaucoup plus simples et s'appelaient la Rivière Sauvage. C'est aussi à Walibi qu'on doit le premier coaster à double inversion d'Europe avec Tornado, qui était aussi le premier entièrement conçu par Vekoma, donc c'est grâce à Walibi qu'on a Goudurix, merci I guess, ou encore le premier coaster de type Shuttle Loop d'Europe. Niveau théma, c'est un peu plus chaotique. Au tout début, il n'y en avait pas vraiment, c'était surtout venez tester mon téléski mécanique, je vous jure, c'est l'avenir. Et puis très vite, Meeuwis a voulu rendre hommage à la culture belge en mettant en scène de nombreux personnages de BD. L'attraction phare à l'époque était d'ailleurs un dark ride sur Tintin et le Temple du Soleil qui évoluera quelques années plus tard en un parcours scénique en bateau sur Tintin et le secret de la licorne. Walibi Belgium à ses débuts était très réputé pour ses parcours scéniques qui n'avaient rien à envier au parc Disney, d'autant plus qu'ils ne s'étaient pas contentés de juste faire leur propre version de Pirates des Caraïbes ou de Haunted Mansion. Europa Park. Ils avaient vraiment réussi à s'inspirer de ce qui fonctionnait à l'étranger tout en le réappropriant pour que ça colle à la fois à la culture européenne et aux moyens et aux enjeux du parc. Bon, sauf pour le palais de Alibaba, un parcours scénique en bateau ouvert de 85 à 2001 qui était un peu trop pompé sur Fata Morgana à Efteling. Et mine de rien, ça a fait du drama cette histoire parce que apparemment ça a été prouvé que c'était bien un employé d'Efteling qui avait balancé les concept art de Fata Morgana à Walibi. Mais Efteling n'en a pas voulu très longtemps à Walibi parce qu'il a déclaré Grand Prince, je cite, bien sûr que Alibaba est une copie foireuse de Fata Morgana, mais Fata Morgana est de toute évidence bien plus grande et coûteuse, alors laissons le tiers état là, les petits gueux de Walibi s'amuser avec leurs pâles copies, nous sommes bien au-dessus de tout cela. Bref, Walibi rencontre alors un franc succès dans ses premières années et ajoute régulièrement de nouvelles attractions, y compris un parc aquatique couvert, Aqualibi, en 1986. Mais au fil des années, Walibi commence un peu à flipper de l'arrivée imminente de Euro Disney. Parce que jusque-là, les parcs européens vivaient dans une bonne entente. Ils étaient souvent suffisamment éloignés des uns des autres pour avoir chacun leur propre clientèle et ne pas trop se taper dans les pattes. Et du coup, quand Euro Disney est arrivé, les parcs européens ont décidé de faire alliance pour résister face aux terribles américains. Ainsi, les plus grands parcs européens fondèrent The Great European Theme Park, composé donc de Europa Park, Alton Towers, le parc Astérix, Efteling et Liseberg. Et vous aurez peut-être remarqué que Walibi Belgium n'y est pas. Efteling, un commentaire? Non mais attendez, déjà qu'on leur a laissé leur Fata Morgana au rabais, on va pas en plus les inclure dans notre petit club. On est quand même The Great European Theme Park, hein, on n'est pas un congrès de clodo. Mais que cela ne tienne, puisque l'Europe ne veut pas de Walibi, alors Meeuwis décide de passer à l'ennemi et de le céder aux envahisseurs américains, la compagnie Six Flags. En 2001, le parc devient alors Six Flags Belgium et forcément nos héros franco-belges se font grand remplacer par les Looney Tunes et autres emblèmes américains. Bugs Bunny devient même carrément la nouvelle mascotte. Mais bon, après avoir bien retourné le parc dans tous les sens pendant 3 ans, Six Flags fuit l'Europe et le parc reprend sa marque Walibi en 2004. D'ailleurs, ils avaient même imaginé un scénario où c'était Walibi qui revenait d'un tour du monde et qu'il avait trouvé des copains qui correspondaient à chaque région du monde et donc qui correspondraient plus tard à chaque zone thématique du parc.
ça n'a pas duré. Walibi revient donc du côté européen de la force en intégrant en 2006 la fameuse Compagnie des Alpes, leader des parcs de loisirs qui comprend notamment le parc Astérix. Il entame alors une belle pente ascendante, à une exception près. Oui, on va s'attarder un petit peu sur le gros fail qui a été le Vertigo. Vertigo, c'était une super idée d'attraction qui mélangeait monorail et coaster. Ça avait l'air vachement cool dans l'idée, sauf que pour plein de raisons techniques, elle a fermé seulement quelques semaines après sa belle cérémonie d'inauguration avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, Vertigo, on pense à toi. Mais bref, peu après son rachat par la Compagnie des Alpes, Walibi entame une toute nouvelle phase de rethématisation. La 3e en 10 ans quand même, hein. On est presque au même level de chaos que Walligator. Walibi décide de se séparer des héros de BD, vu que ça peut poser problème niveau copyright et tout, et décide de se lancer dans un thème musical. Je sais pas trop pourquoi, apparemment ça fait cool, ça attire les préados, tout ça, mais je vois pas trop le rapport ni avec Walibi, ni avec les téléskis mécaniques. Oh mais c'est bon, arrête avec les téléskis. Non, les téléskis c'est l'âme de Walibi, d'accord? Bref, cette fois-ci, les parcs Walibi décident de carrément développer tout un univers de marque avec ce nouveau thème musique. Wally, la mascotte, se fait alors accompagner d'une ribambelle d'autres personnages spécialement créés par les parcs Walibi. Ils inventent même une histoire avec ces personnages qui font en fait partie d'un groupe de musique nommé WAB et qui entretiennent une rivalité avec un autre groupe qui a pour leader le frère de Wally. Évidemment, Wally et ses amis font de la pop et les méchants font du rock. Ces personnages, en dehors du parc, ont d'ailleurs été déclinés en BD et en dessin animé, et c'est, je trouve, une super idée pour fidéliser ton public. Si t'as pas de thème précis, autant créer des personnages attachants. Et pour coller à cette théma, le parc accueille de nouvelles attractions comme Pulsar en 2016 et réhabilite les anciennes comme Sirocco qui devient Psyché Underground. Les autres parcs de la marque Walibi adoptent aussi ce nouveau thème, ce qui donne une vraie cohésion de marque à l'ensemble du complexe. Et là, le parc aurait pu en rester là et se dire ok, c'est bon, c'est acté, on garde le thème musique. Oui, ben non. En 2018, Walibi Belgium annonce qu'il compte transformer 75% du parc pour diviser le parc en 8 nouvelles zones thématiques baptisées World of Walibi. Et là on va entrer dans mon type de storytelling préféré, c'est ce que j'appelle le storytelling bullshit. Alors attention, c'est pas du tout péjoratif, j'explique. Le storytelling bullshit pour moi, c'est le storytelling que tu vas coller un peu de force à des éléments qui existent déjà pour faire en sorte que ce soit cohérent avec le reste du land ou le reste du parc. Un peu comme les tapis volants d'Aladin à Walt Disney Studios où ils ont inventé une sorte de truc genre un peu cinéma où c'est le génie qui réalise un film pour justifier que ça se trouve dans un parc qui parle de cinéma, vous voyez le truc? Là, à Walibi, par exemple, on a Toutankhamon, les Caraïbes et la Polynésie. Et bah si on regroupe le tout, paf, ça fait Exotic World. Ou alors on a aussi une autre zone avec une attraction qui parle de popcorn et un truc un peu Alibaba, bah voilà, ça fait Karma World, un peu genre indien, tu vois. Je plaisante, je suis un petit peu cynique, mais en vrai, bien sûr qu'il vaut mieux ce genre de thématisation que rien du tout. C'est juste que ça manque un peu de cohérence et de scénarisation. Et honnêtement, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas gardé leur thème musique avec Wally et ses amis plutôt que de partir dans ces zones thématiques sans trop de cohérence les unes avec les autres. Surtout que ces personnages sont parfois encore présents dans les parcs, par exemple dans Psyché Underground juste avant le lancement. Donc si quelqu'un sait pourquoi ils ont abandonné cette idée, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'histoire du parc, on va passer aux attractions et au parc tel qu'il est aujourd'hui. C'est parti! Et on commence par Conda, le coaster du parc, qui est encore tout récent puisqu'il a ouvert en 2021. Il est alors le plus haut et le plus rapide coaster d'Europe avant de se faire battre par Toutatis au parc Astérix en 2023. La zone où se trouve Conda est très jolie, avec des décors qui évoquent l'Afrique, ce qui colle à la storyline du coaster qui raconte qu'un aventurier aurait volé un œuf d'une créature nommée Conda à présent sur le point d'éclore. Mais le souci, c'est que officiellement, la zone de Conda se trouve dans la zone Exotic World qui a plutôt une ambiance polynésienne tropicale. C'est pas le tout de faire de beaux décors, faut aussi que ça soit cohérent, hein. Mais bref, sinon la particularité de Conda, c'est son parcours avec des figures assez originales, dont une inédite qui s'appelle le Non-Inverted Cobra Roll. Faut aussi souligner qu'il n'y a pas d'inversion dans ce coaster, ce qui laisse pas mal de créativité pour rendre le parcours atypique et intéressant. Je trouve aussi que le parcours raconte une histoire en lui-même. On a vraiment cette sensation de chevaucher une créature qui serpente dans les cieux, surtout avec les petites bosses à la fin là. Ensuite, passons à Pulsar, ouvert en 2016 et qui est le tout premier modèle au monde d'attraction appelé Power Splash. Comme vous pouvez le voir à ces belles rails bleus, il s'agit d'une attraction construite par Mack Rides, nos chers amis de Europa Park, comme 83% des attractions qui mixent coaster et attraction d'eau en Europe. L'attraction vous propulse d'abord en arrière puis en avant pour repartir en arrière en accélérant jusqu'à 101 km/h et atteindre une hauteur de 45 mètres pour enfin redescendre dans un grand splash. C'est une sorte de boomerang en fait, comme pas mal d'attractions à Walibi. À son ouverture, le parc avait beaucoup mis l'accent sur le storytelling de l'attraction, il y avait même eu une petite web-série sur YouTube pour montrer les étapes de construction.
Et c'est vrai que rien qu'en se promenant dans la file d'attente, on comprend qu'on est dans une sorte de ville dystopique qui utilise le pouvoir d'un énorme cœur comme source d'énergie. C'est toujours un bon point quand on arrive à saisir l'essentiel de l'histoire seulement via les décors et les visuels. Mais ce qui est dommage, c'est que le thème a absolument rien à voir avec le reste du parc. Il n'y a pas de zone dystopique ou futuristique ou quoi, donc il y a vraiment un souci de contexte. En parlant de thème chaotique, parlons un peu de Psyché Underground. Psyché Underground. Psyché Underground est une attraction qu'on appelle un shuttle loop. C'est en gros un tout petit coaster qui propulse les passagers à toute vitesse vers un looping pour ensuite repartir en arrière. Oui, c'est encore un genre de boomerang. Walibi aime bien les boomerangs. Alors il n'y a que 4 shuttle loops au monde, ce qui prouve encore une fois que Walibi aime proposer des attractions assez atypiques à ses visiteurs, ce qui est vachement cool. L'attraction a ouvert en 1982 sous le nom de Sirocco, et à l'époque le coaster n'était pas couvert et les personnes qui habitaient près du parc se plaignaient pas mal du bruit. Du coup, en 99, le parc décide de couvrir la gare, la zone de lancement et le looping, et l'attraction prend le nom de Turbine. Puis Turbine ferme une seconde fois en 2008 à cause d'une pièce de l'attraction à remplacer. Le parc a longtemps hésité entre restaurer Turbine ou partir carrément sur une autre attraction, mais la deuxième option aurait été beaucoup trop chère, donc il rouvre Turbine en 2013 sous le nom actuel, Psyché Underground, avec le fameux nouveau thème musical dont on parlait plus tôt dans la vidéo. L'histoire, c'est qu'on a invité à bord du Psyché Underground à visiter la ville de Fabulous par la célèbre Vita Darkowitz et ses sbires. Et pour ceux qui ne savent pas qui est cette Vita Darkowitz, c'était un des personnages créés par Walibi à l'époque du thème avec Wally et son groupe de musique. Donc même si le parc a complètement laissé tomber ces personnages aujourd'hui, Psyché Underground a gardé ce thème. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient ce qui se passait dans le petit court-métrage qu'on vous montre avant le lancement, vous avez la réponse. Et on passe au challenge de Toutankhamon, qui est un mélange entre un parcours scénique dans le noir avec des animatronics et tout, et une attraction de tir. Et laissez-moi vous dire que c'est largement la meilleure attraction de type tir que j'ai pu faire. Déjà, l'histoire est super immersive. Dans la file d'attente, on croise l'animatronique du docteur Xavier Godet qui nous explique qu'on est envoyé en mission pour récupérer le trésor de Toutankhamon et le ramener au musée des antiquités du Caire pour le protéger des pilleurs de tombes. Mais un peu plus loin dans la queue, le prophète Nazir nous met en garde contre la malédiction du dieu Seth si on s'approche un peu trop près de son tombeau. Armés de nos Ankinators, non c'est pas une machine créée par le docteur Doofenshmirtz, on va devoir trouver le trésor en repoussant des squelettes, des dieux, des chacals, des scarabées géants et autres bestioles magiques. Et vraiment, l'aspect Dark Ride est incroyable. L'attraction est hyper immersive, si bien que limite t'as pas envie de faire la partie de tir, tu veux juste profiter. Sauf que, il y a 3 fins différentes en fonction de ton nombre de points. Si t'as pas assez de points, tu accèdes pas à la salle du trésor, ce qui du coup te pousse à faire de ton mieux ou alors carrément à refaire l'attraction. Et je crois que c'est la première fois que je vois une attraction à fin multiple comme ça, qui a un facteur rejouabilité comme un jeu vidéo narratif à la Until Dawn. Donc on retourne dans le Toutankhamon Challenge, c'est pas par là du tout d'ailleurs, on s'est trompé d'entrée. On peut passer en dessous, ok. Ok, parce qu'en fait, on a appris qu'il y avait 3 fins différentes si jamais t'arrives à battre 7 à la fin. Et nous on n'a pas réussi la première fois, donc là on va essayer de refaire. C'est trop bien comme Dark Ride. Mais oui, on veut le trésor. Bah oui, parce que là on s'est juste fait bouffer par Toutankhamon, c'est naze quoi. Donc voilà, c'est parti. Et puis, il y a une petite ref à l'attraction de la momie à Universal au début, donc je peux que aimer. Autre attraction de tir, c'est Popcorn Revenge, qui est plutôt récente vu qu'elle a ouvert en 2019 pour remplacer le palais de Alibaba. Vous vous rappelez la fameuse copie de Fata Morgana d'Efteling? Oui, voilà. Popcorn Revenge se trouve donc dans la zone indienne, et pour que ça colle au thème, le parc a un peu pratiqué la méthode du storytelling bullshit en disant que l'attraction sur le thème du cinéma se passe dans un cinéma indien. Bon, c'est bien décoré, on comprend le délire, on va dire qu'on valide le bullshit. Et tout comme Toutankhamon, Popcorn Revenge fait vraiment un effort pour aller au-delà de la simple attraction de tir avec des écrans. Ils ont commencé par vraiment mettre en avant les personnages des popcorn pour en faire des sortes de mascottes hyper reconnaissables comme les mignons ou les lapins crétins. Ensuite, le parcours est vraiment unique avec des véhicules dans le même style que ceux de Ratatouille à Disneyland Paris, qui ont donc un déplacement aléatoire. Et comme j'ai dit, le thème c'est le cinéma, donc dans le parcours, le véhicule nous transporte de salle en salle qui correspondent à différents genres de films. Il y en a 7 en tout et on va dans 6 salles, donc il y a aussi un facteur rejouabilité où tu as peut-être envie de découvrir la salle que tu n'as pas pu faire. Le ton de l'attraction est très cartoon parodique, un peu à la Looney Tunes avec des jeux de mots à base de popcorn partout. Et petit détail, chaque véhicule porte un nom différent en rapport avec un film. L'attraction a gagné le TEA Awards pour la meilleure attraction avec un budget restreint en 2019 et je pense que c'est largement mérité parce que je trouve ça bien meilleur que Web Slinger ou même Toy Story Mania dans le sens où c'est pas vraiment que des écrans, toute la théma autour nous vend vraiment bien l'attraction. Voilà, il y a évidemment plein d'autres attractions très cool, alors personnellement j'ai beaucoup aimé leurs bûches, les flashbacks qui ont aussi un super storytelling très visuel qui colle bien avec l'attraction et globalement je pense qu'on peut dire qu'on a passé une super journée. Voilà par exemple, on va faire un test NG.
Angie, tu vois. Non. Le sol là-bas, il est mouillé. Oui. Du coup, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais m'écarter. Tu vois, de façon à ne pas être dans la zone de splashage. Angie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à côté. Voilà. Tu vois? Y a pas de problème. Là, je suis mouillée. Prête, Angie? Oui. Ok. C'est la dernière attraction d'eau. Je suis sèche. Très bien. Après ça, il n'y en aura plus, t'inquiète pas. Ah bon? Et maintenant qu'on a dit le principal des attractions, passons aux astuces et conseils. Alors, bilan de cette petite journée à Walibi Belgium. Je dirais déjà que dans les points positifs, le parc en vrai est quand même très agréable et très beau où se promener. J'avoue que j'avais un peu des appréhensions en regardant le plan parce que ça donne pas l'impression que le parc est spécialement joli, mais en fait c'est pas le cas, il est très beau. Et donc c'est ce que je disais, c'est que ok, ça manque vraiment de scénarisation et de storytelling, mais par contre le parc en lui-même est bien thématisé. Les bâtiments, les attractions et tout ça, chaque attraction a un super thème cohérent avec une bonne histoire. C'est juste l'ensemble en fait qui manque vraiment de cohérence. Autre point positif, c'est qu'il y a des attractions vraiment originales. Il y a vraiment des attractions que j'avais jamais fait ailleurs. Et en plus, tu sens qu'ils se donnent parce que même les attractions un peu plus classiques, par exemple Toutankhamon ou Popcorn, il y a quand même des éléments qui la rendent unique et qui l'élèvent un petit peu par rapport à d'autres types d'attractions et même par rapport à certaines attractions de Disney. Sinon, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'attractions, enfin c'est très varié au niveau des attractions qui sont proposées. Il n'y a pas une qui est spécialement une attraction phare, après, à part Conda peut-être, parce que bon, tout le monde parle de Conda, mais à part ça, il n'y a pas une attraction qui se démarque spécialement des autres et du coup, t'as envie un peu de tout tester. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des sensations fortes, des sensations plutôt moyennes, familiales et des attractions vraiment pour les petits. Donc je trouve que là, pour le coup, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les gens qui sont fans de sensations fortes ou les familles. Au niveau des files d'attente, je pense qu'on a eu de la chance. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, on n'a pas eu plus de 40 minutes de queue. Mais de ce qu'on a vu, le rendement a l'air plutôt correct. À part 2-3 attractions où de toute façon tu le sais que tu vas attendre et que ça va être chiant, globalement les files d'attente étaient quand même assez fluides, bien thématisées encore une fois, donc il y a quand même pas mal d'éléments dans la file d'attente pour te faire patienter. Et ils ont un autre truc qui est sympa, c'est qu'ils ont souvent des attractions où la file d'attente se sépare en deux, où tu as un côté pour les groupes, vraiment genre 4, 5, 6 personnes, et un côté pour 1 ou 2 personnes. Du coup pareil, ça aide beaucoup à fluidifier les files d'attente. Sinon l'application est plutôt simple d'utilisation, elle est ergonomique, elle sert bien, elle fait bien le taf, elle est à jour. Voilà. Niveau point négatif, il n'y en a pas tant que ça, mais je pense que le plus gros point négatif, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le manque de cohérence dans le thème. En fait, il n'y a pas de thème. Le parc s'appelle Walibi, il n'y a pas vraiment de thème. Les zones sont thématisées, les attractions sont thématisées, mais ça manque. Voilà, ça manque de cohérence de manière générale. Ça manque d'animation aussi parce qu'on a juste vu la mascotte à l'entrée du parc, mais on n'a pas vraiment vu de parade ou de spectacle. On a vu des salles de spectacle, mais il n'y avait pas de spectacle qui était joué. Donc je ne sais pas si en temps normal il y en a ou si jamais c'est là qu'on est en période creuse. Mais en tout cas, on a trouvé que globalement ça manquait beaucoup d'animation dans le parc. Il n'y a vraiment pas de petits trucs, de petites surprises et tout ça, de spectacles itinérants qu'on peut voir des fois dans d'autres parcs. Donc ça fait un petit peu, entre guillemets, tristounet au niveau des animations. Autre chose, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment une attraction qui se démarque des autres. Alors je dis que c'était un point positif, mais ça peut aussi être un point négatif dans le sens où du coup je trouve qu'il n'y a pas une attraction qui te pousse à venir dans ce parc spécifiquement. Nous on a eu pas mal de coups de cœur, hein, on l'a déjà dit, on a beaucoup aimé Pulsar, Toutankhamon et Psyché Underground, mais c'est des coups de cœur, c'est pas un truc où je me dis il faut que je retourne à Walibi pour faire Pulsar ou Toutankhamon, vous voyez ce que je veux dire. Donc même Conda, encore une fois, c'est bien, je dis pas que c'est pas bien comme coaster, mais c'est pas comme Ride to Happiness où j'ai envie d'aller à Plopsaland juste pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, Conda en soi, il y a d'autres coasters en fait du même type dans d'autres parcs. Ah, et autre point négatif, alors peut-être encore une fois que c'est nous qui n'avons pas eu de chance aujourd'hui, hein, c'est tout à fait possible, on a remarqué beaucoup de pannes. Surtout des attractions comme Pulsar par exemple, pour un mécanisme peut-être un peu particulier. Il y avait quand même beaucoup de pannes, beaucoup d'arrêts, beaucoup d'attractions hors service. Donc après peut-être qu'on a juste pas du tout de chance, mais voilà, en tout cas nous on a constaté ce problème-là aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous en tout cas, globalement, on a beaucoup aimé notre journée, on regrette vraiment pas d'être venus. Je trouve que c'est vraiment un parc à tester au moins une fois. Après, tous les parcs sont à tester au moins une fois, on va dire. Mais voilà, celui-ci, il est de qualité. C'est pas un petit parc comme ça, vite fait, régional, avec 2-3 trucs pour les enfants. Vous pouvez sans problème tester ce parc. Par exemple, si vous êtes à Paris, c'est qu'à 3 heures de Paris. Donc si vous voulez juste faire un aller-retour et changer un peu d'air, voir un peu autre chose que Astérix, Disneyland et tout ça, c'est parfait. On espère que vous avez aimé cette vidéo autant qu'on a aimé cette visite. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Thank you.